quand on parle de justice, en tout cas c'était une représentation que j'en avais quand j'étais plus jeune, avant d'entrer dans ce métier-là, on a peut-être une image, un juge, des dossiers, de la poussière, pas beaucoup d'ordinateurs, en tout cas pas beaucoup d'accroches avec le numérique. Allez donc traîner sur les réseaux sociaux, je pense par exemple à Twitter, d'autres. Regardez aujourd'hui l'activité qu'il y a autour de cela pour parler de la justice, où il y a des avocats, il y a aussi des magistrats et des greffiers, pour partager avec nous leur réalité. Donc l'idée d'une justice par nature réticente au numérique, réticente au changement, pourrait peut-être être interrogée. Et d'ailleurs, quand vous lisez l'histoire même de l'informatique au ministère de la Justice, vous le savez peut-être, dès les années 1980, la mémoire de la justice pénale avait été informatisée. Et ça avait été, dans le champ de l'administration d'État, déjà une très belle réalisation. Alors aujourd'hui, on ne va pas se cacher la réalité. Peut-être que certains outils sont obsolètes, le ministère de la Justice y travaille activement, mais il y a aujourd'hui un impératif, ce serait se saisir de ces nouvelles technologies. Alors il y a pas mal de mots-clés qui traînent. Là aussi sur les idées reçues, on va peut-être un peu y travailler, mais blockchain. Moi je m'ai arrêté sur l'intelligence artificielle aujourd'hui avec vous. Parce que cette idée d'une intelligence artificielle qui pourrait supplanter le juge, le médecin, d'autres, est malheureusement un peu tenace et un peu persistante. Mais en revanche, on doit se l'approprier. Alors, comment passer de l'incantation, c'est-à-dire il faut utiliser le numérique, allons vers le numérique pour améliorer des services publics, particulièrement la justice, à de la réalité et à des réalisations? Eh bien, écoutez, des cathédrales numériques, il y a beaucoup de services de l'État qui ont essayé d'en construire avec les succès et les mésaventures que vous connaissez, et j'ai moi-même été directeur d'un projet un temps d'une de ces grosses cathédrales numériques. Peut-être pas la bonne méthode, c'est une méthode, mais si on revenait au local, c'est-à-dire si on allait interroger, en tout premier, les justiciables que nous sommes, quelle attente avons-nous d'un service public de la justice aujourd'hui? Est-ce que nous voulons avoir sur notre smartphone la capacité de pouvoir aller demander un service en justice, d'avoir notre litige régulé? Ou alors, au contraire, avons-nous encore envie de voir un juge en chair et en os? Alors, contrairement aux idées reçues, comme je le disais, c'est peut-être pas le juge lui-même qui résiste, ce ne sont pas les individus, mais la matière que nous traitons. Alors, on va parler d'intelligence artificielle, et pourquoi est-ce que les juges, la justice, résiste-t-elle un tout petit peu aux algorithmes, même beaucoup? On va parler d'IA. Et alors, quand on parle d'IA, là, enfin, je partage avec vous, aujourd'hui, il y a un grand engouement, un grand enthousiasme. On parlait tout à l'heure d'illusion de la connaissance. Ça, c'est intéressant. Beaucoup pensent en effet qu'autour de l'intelligence artificielle, il y aurait quelque chose de démiurgique. Alors, on pense à Terminator, vous savez, Skynet, là, tous ces robots qui vont... Même Stephen Hawking avait un temps, failli sur ça en disant que les robots allaient nous tuer, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que l'intelligence artificielle est en réalité aujourd'hui, quand on en parle, une technologie, spécifiquement le machine learning, l'apprentissage automatique, et qui est ni plus ni moins qu'une représentation statistique d'un environnement donné. Et tout ça, ça marche plutôt pas mal dans certains environnements, qu'on appelle des environnements fermés. Je vais prendre l'exemple du jeu de Go. Alors, je sais qu'on est chez Microsoft, on aurait pu, je vais parler un peu de Google, je suis désolé, mais d'AlphaZero, cette intelligence artificielle qui a réussi à battre les meilleurs joueurs de Go sur leur terrain. Et jeu bien plus compliqué que les échecs. Où on nous dit qu'il y aurait autant de possibilités de jeu qu'il y a d'atomes dans l'univers. Et là, l'humain, battu à plat de couture. Pourquoi? Le jeu de Go, qu'est-ce que c'est? Des pierres noires, des pierres blanches. Des lignes, 19 lignes sur 19. C'est un environnement fermé. Et qui, malgré la grande quantité, pas une infinité, mais enfin une très très grande quantité de possibilités de jeu, est modélisable mathématiquement, et par les approches statistiques, on arrive à en tirer des choses très bien. En revanche, quand on s'intéresse aux faits sociaux, est-ce que vous croyez qu'on peut mettre si aisément la société en boîte? Je vais paraphraser Pablo Jensen, qui a publié, c'est un chercheur au CNRS, qui a publié un livre remarquable qui s'appelle « Pourquoi la société ne se laisse-t-elle pas mettre en équation ?» Qu'est-ce que nous dit Pablo Jensen? Il nous dit que dans les sciences naturelles, il y a des faits qui sont têtus, que l'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Mais qu'en revanche, il est certainement beaucoup plus difficile de trouver dans la matière sociale des relations constantes.
Et c'est bien là où ça commence à frotter avec la justice. C'est que quand il s'agit de juger des êtres humains, vous vous rendez compte qu'il y a une infinité de complexité. Et alors, ne parlons pas d'essayer de prédire des décisions, puisque c'est ce que j'appellerai avec vous, et je partagerai une des réalisations possibles avec l'intelligence artificielle, la justice prédictive. Certains nous disent aujourd'hui qu'ils pourraient, grâce à ces outils-là, prévoir un jugement, le comportement des individus. On va passer outre-Atlantique, je vais y rester un petit peu dans ma démonstration, vous le verrez, avec Compass, qui est un algorithme qui a la prétention d'évaluer la dangerosité des individus. Alors cet algorithme avait été bâti par une société qui s'appelle Northpoint, de manière très sérieuse, très scientifique. Ils ont pris des études de sociologie de l'école de Chicago, ils ont pris des statistiques pénales, et ils ont conçu un questionnaire de 137 questions assez précis, et à partir de cela, ils renseignent le juge sur le risque de commission de nouvelles infractions d'un individu. Et devinez quoi? Cet algorithme est discriminatoire. Il sanctionne plus les populations afro-américaines que les populations blanches. Est-ce que les concepteurs de Northpoint étaient racistes? Non. En revanche, ils ont utilisé une solution, la solution du numérique, en pensant pouvoir l'appliquer telle qu'elle à un problème de société. Et c'est ce qu'appelle Evgeny Morozov le solutionnisme. Penser que par le numérique, nous allons pouvoir guérir tous les maux de notre société. Alors, doit-on s'en arrêter là? Je ne crois pas. Et je vais rester toujours outre-Atlantique, on va monter un tout petit peu au Canada. Et pour réfléchir aux usages du numérique, à Montréal, c'est réaliser une déclaration de l'intelligence artificielle. L'idée pour les Canadiens était de réfléchir aux usages de l'IA de manière adaptée, en offrant un cadre de compréhension. Entendez-moi bien, quand je parle de régulation, je ne parle pas d'empêcher l'innovation, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est se doter d'une conscience collective. Et comment les Canadiens ont travaillé sur ce sujet-là? Il y a des universitaires qui se sont réunis, des gens brillants. Vous avez derrière moi Christophe Abrassard, qui est un des promoteurs de ce travail-là. Et une fois ce travail terminé, ils ont ouvert un site internet et ils ont dit maintenant on ouvre ça aux citoyens de façon à ce qu'ils puissent s'exprimer. 85 personnes ont participé sur internet. Un succès d'estime, dira-t-on. Ils ont vu que ce n'était pas la bonne méthode. Du coup, ils se sont dit revenons au local, allons voir les gens, allons à la rencontre des gens, et pas dans n'importe quel lieu. Ils ont ouvert les bibliothèques, des lieux publics, de façon à pouvoir travailler dans ce qu'on appelle des ateliers d'idéation, de design thinking, comme vous voulez. En tout cas, la réalité est celle-ci, c'est de pouvoir discuter avec les gens sur le terrain sur les usages. Et ils ont confronté leurs idées au regard de cela. Alors, c'est naturellement très riche d'enseignements. Et pour le Conseil d'Europe où je travaille aujourd'hui, et c'est l'annonce aujourd'hui que je voulais faire et partager avec vous, le Conseil de l'Europe a décidé, alors c'est 47 pays membres, le Conseil de l'Europe, je distingue de la Commission européenne, je ne veux pas dire mais il y a quelques idées chez nous, on espère en tout cas être leader sur ce sujet-là, et on a décidé de travailler avec des équipes multidisciplinaires sur la question du numérique, et le Conseil de l'Europe va adopter en décembre, le 4 décembre 2018, la toute première charte éthique d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires. L'idée est assez simple, encore une fois. Ce n'est pas empêcher l'innovation. Ce n'est absolument pas du tout, empêcher le recours au numérique dans les tribunaux. Mais nous allons identifier un certain nombre de lignes rouges. De lignes rouges comme pour Compass, aux États-Unis, on voit que quand il y a des biais dans les données, il faut y prendre garde. Il s'agit ensemble de pouvoir réfléchir à cela. Et pour conclure, et une autre idée qui nous vient du Canada, je l'illustrerai derrière, c'est que tout ça, une fois que les déclarations sont faites, faut-il les réaliser? Et nous avons au Canada, aussi à Montréal, ce laboratoire de cyberjustice Europe, où cette fois-ci, on passe des principes à la réalisation. Vous avez derrière moi une salle d'audience où on teste les bénéfices de la visioconférence, par exemple, puisque l'intermédiation du numérique modifie le rapport aux juges, modifie le rapport aux individus, et le recours, là aussi, doit être étudié de manière multidisciplinaire.
j'insiste sur ça, c'est que sur ce travail qui doit être fait au plus près du terrain et au local, nous pourrions, ici en France, et peut-être en Europe, nous en inspirer. Et je partage avec vous une aspiration, je n'ai malheureusement pas les clés de cela, pourquoi pas un laboratoire de cyberjustice en Europe. Merci beaucoup de votre attention.